et une blesse. Désolée avec votre présentation. Merci beaucoup, Clara et Marie-Lou, pour cette présentation introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir patienté pendant une heure. Désolé de ce contretemps, de ce problème de transport. Du coup, on se disait qu'on pouvait se donner jusqu'à 17h30. J'essaie de surtout pas déborder 45 minutes, donc je vais passer un peu vite sur des trucs que j'avais prévu de vous dire au départ, mais qui ne sont pas essentiels pour en arriver un peu au corps du sujet et qu'on ait le temps de l'échange ensuite. Donc ça, c'est un peu comment j'avais prévu d'organiser ma présentation. Donc, je vais aller assez vite sur les deux premiers points pour m'attarder plus longuement sur le troisième point. Et on verra si je peux terminer sur cette histoire de conditions écologiques des classes sociales, qui est une notion qu'on travaille et qu'on forge avec des collègues. Donc ça, bon, Clara et Marie-Lou l'ont déjà un petit peu dit. Effectivement, donc ça fait 20 ans donc je travaille sur finalement ce qui correspond à l'écologisation de l'ordre social. Et c'est effectivement à Sciences Po, Toulouse, qu'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je découvre de façon plus consistante les sciences sociales que j'avais déjà découvertes au lycée, qui m'avaient déjà frappé, mais bon. Et donc c'est effectivement à cause ou grâce aux enseignants d'ici qui m'ont sauvé, qui m'ont fait dévier du journalisme, qui était la voie que je pensais suivre pour arriver vers les sciences sociales. Donc peut-être pour le contexte, dire que finalement, avec un peu de recul, alors c'est un peu schématique, c'est un peu pour fixer des repères, mais je crois que ça permet de comprendre ce qui se joue aussi depuis 20 à 30 ans. C'est que d'une certaine façon, la question environnementale a été débordée par la question écologique. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, juste dans les années 2000, on parlait essentiellement de protection de l'environnement, de défense de l'environnement et des problématiques qui étaient assez circonscrites avec des secteurs d'activité bien spécifiques qui étaient confrontés à tout un tas de réglementations et de normes environnementales, le monde agricole, certains secteurs industriels, et ce depuis même le 19e siècle. Nous apprend l'histoire environnementale. Et quand je dis qu'il y a eu un débordement de la question environnementale par la question écologique, c'est que à partir des années 2000, en France en tout cas, on commence à parler de plus en plus de problèmes environnementaux globaux, dont le climat, puis la biodiversité. Et désormais, si vous voulez, on est passé d'une logique de dépollution, de lutte contre les pollutions, à une logique plutôt de décarbonation. Et là, pour le coup, tous les secteurs d'activité, tous les lieux d'activité sociale se retrouvent concernés. Et du coup, si on reprend ça du côté du monde du travail, on voit que, y compris des secteurs qui jusqu'à présent étaient assez éloignés ou étanches aux réglementations et aux normes environnementales, se retrouvent contraints et obligés de faire des plans carbone, sont soumis à des audits carbone, etc. etc. Et bon, voilà. Donc, c'est un petit peu il y a un changement de grandeur, un changement d'échelle. Et c'est un peu une façon de. Donc, ça, évidemment, la question environnementale reste bien entendu contenue dans la question écologique, mais de se poser les choses comme ça permet de comprendre, par exemple, des choses qui se jouent de façon un peu plus intense depuis, je trouve, 2-3 ans sur le territoire métropolitain. C'est un petit peu l'écologie contre l'environnement. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit une industrialisation de la décarbonation qui se fait, qui vient fragiliser la biodiversité. Par exemple, si on regarde ce qui se passe en termes d'agrivoltaïsme ou ce qui se passe pas loin d'ici, dans le Béarn ou au pied des Pyrénées avec les forêts. En fait, il y a des projets, là je regarde notamment d'assez près, un projet porté par une start-up toulousaine justement, très soutenu par l'État, qui vise à faire du biochar, une forme de, ça qui se présente comme une énergie renouvelable, mais pour ça, qui s'apprête à saccager toutes les forêts pyrénéennes. Et donc, la gare de Demoiselles que l'Ariège avait connue il y a plus de 150 ans pourrait peut-être se rejouer. Et donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que cette écologie qui se joue contre l'environnement, en fait, les deux sont pilotés par le même ministère. Hein. C'est-à-dire que le ministère qui s'occupe de la préservation de la biodiversité est aussi celui qui impulse cette industrialisation de la décarbonation. Donc là, je trouve que voilà, ça permet justement de penser les choses un petit peu différemment, mais c'est juste pour planter le décor. Donc, les processus finalement que j'ai étudiés depuis mon travail de thèse que j'avais démarré en 2004, qui portait plus spécifiquement sur la question climatique, c'est des processus d'écologisation, hein, c'est-à-dire de voir comment
des acteurs réaménagent leur manière de faire et de penser, en associant ces réaménagements à la prise en compte de dégradations environnementales et à la nécessité de réduire ces dégradations. Je ne reviens pas forcément sur la première enquête que j'avais menée dans ma thèse et qui avait donné lieu à une sociologie structurelle de la question climatique. Mais en gros, j'avais regardé comment le problème avait été construit publiquement, politiquement, médiatiquement. Puis, de façon plus exploratoire, j'avais essayé de regarder comment les individus, en fonction de leur position sociale, s'appropriaient cette question climatique. Et j'avais du coup consacré j'en avais fait un livre qui était paru en 2015, qui s'appelait La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public. Et finalement, le dernier chapitre de ce bouquin, le chapitre 5, c'était le premier, finalement, le point de départ du livre que j'ai publié près de 10 ans après, l'année dernière, puisque je montrais ce paradoxe social de la morale écologique alors que d'autres collègues en Belgique avaient aussi observé, et aussi des collègues en Angleterre qui observaient la même chose, et les collègues belges avait écrit d'ailleurs un article dont le titre résume bien ce paradoxe. Il disait en matière environnementale, mieux vaut être pauvre et mal informé que riche et bien conscientisé. Et ce que j'expliquais, moi, notamment à partir de mes travaux, de mes enquêtes, c'est que je voyais très bien que les groupes sociaux qui avaient les modes de vie les plus carbonés étaient en même temps ceux qui étaient les plus prompts à mettre en avant leur bonne volonté environnementale. Et donc à retirer des bénéfices symboliques. Ce qui était très fort à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs, ça n'a pas affaibli, mais c'est moins hégémonique, c'est cette morale écologique, qu'on appelait à l'époque l'éco-citoyennisme, qui en fait devient un véritable marché, avec énormément de professionnels qui s'investissent là-dessus, des formations, plein de lieux où, voilà, que j'ai étudié d'ailleurs, et que j'ai étudié juste pendant plus de 10 ans, et que je continue à suivre un petit peu, et qui sont finalement, qui correspondent finalement au pôle réformateur du mouvement écologiste, qu'on retrouve aujourd'hui dans la promotion de ce qu'on appelle, de ce que les journalistes appellent les pensées du vivant, par exemple. Ouais, c'est un peu les mêmes acteurs que je retrouve, avec toujours un petit peu les mêmes, à la fois les ancrages sociaux et les mêmes philosophies sociales en tête. Bon, je pourrais peut-être y revenir si ça vous intéresse, parce que en fait, suivre ces écologistes réformateurs, donc, qui étaient en fait les pionniers de l'éco-citoyenneté, de la consommation responsable, de l'économie circulaire, qui à la fin des années 2000, voilà, commence à se mettre en place, qui aujourd'hui est devenu, il est même question de faire un Espagnol Runacher a peut-être l'envie de faire un ministère dédié à l'économie circulaire. Bon. Donc, finalement, tout un tas de... C'est marrant, parce que c'est toujours ça qu'on voit sur l'écologie, c'est tout un tas de procédés, de dispositifs, d'initiatives qui, au départ, paraissent assez révolutionnaires et qui, quelques années après, finissent toujours par être intégrés aux logiques dominantes. Et donc, ces écologistes réformateurs, donc, qui ont porté très haut et très fort la morale écologique, et qui continuent aujourd'hui, mais de façon peut-être un petit peu différente, sont intéressants à observer, parce que il faudrait que je disais que c'est une étude au long cours et relationnelle, parce qu'ils se positionnent et ils se revendiquent comme étant des intermédiaires, comme étant à l'interface de différents univers. Alors eux, ils vont surtout mettre en avant de différents univers écologiques, de l'écologie d'entreprise à l'écologie des ZAD, et ils mettent en avant le fait qu'ils ont des contacts voilà, dans tous les endroits de la nébuleuse écologiste. Et, voilà, et ils disent leur engagement, c'est mettre les gens en relation. Ce qu'ils veulent, ils veulent mettre les gens en relation. Donc, leur trophée ultime, c'est quand ils arrivent à mettre en relation un cadre RSE du droit d'entreprise et un zadiste. Alors là, ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Et ils œuvrent vraiment à ça. Donc, c'est des passeurs, c'est des intermédiaires. Et du coup, c'est un bon point d'entrée pour voir aussi comment se structure le mouvement écologiste, mais aussi pour comprendre comment s'élabore aussi l'écologie dominante, qui est finalement aussi l'écologie du capitalisme vert. Bon, je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vous épargne la question théorique de dépolitisation, politisation, simplement avoir en tête que la dépolitisation, c'est pas l'inverse de la politisation, qu'il y a des processus de politisation qui sont dépolitisants, et que la question écologique a bien été mise en politique, mais mise en politique dans un cadre qui se traduit par une dépolitisation au sens de déplacement de la question environnementale, écologique, de la sphère publique, des actions collectives, à la sphère privée, des comportements individuels. On ne dit pas plus sur ce point-là. Donc les enquêtes sur lesquelles je me base, c'est des enquêtes qui ont été menées dans un programme de recherche. Là aussi, je passe vite. Donc il y a du qualitatif et du quantitatif.
Mais comme voilà, vous l'avez vu, moi, je me suis essentiellement appuyé sur l'analyse de 84 entretiens qui ont duré de 2 à 4 heures en moyenne, qu'on a réalisé à 4 chercheurs, ce qui a permis de diversifier, de ventiler le recrutement, à la fois socialement et spatialement. Et puis on a fait enfin, on a fait au moins 3 ou 4 analyses intermédiaires aussi, puis on faisait le point, on avait un gros tableau Excel, on recrutait avec plein de colonnes, donc plein de variables, et comme ça, on arrivait vite à voir le type de profil ou de configuration sociale qui nous manquait, on réajustait. Et donc, ces entretiens, voilà, je les ai bien essorés, lus, relus, il y a eu tout un temps de maturation aussi pour en dégager des logiques un peu sous-jacentes. Un guide d'entretien, enfin des entretiens qui étaient menés surtout en prenant soin de ne pas dire aux enquêtés qu'on allait travailler et parler de questions d'environnement ou d'écologie, mais plutôt de leur dire qu'on s'intéressait à la manière dont ils vivaient et à leur point de vue sur des questions de société. Et puis, voilà, donc on commençait souvent par l'entrée résidentielle, depuis combien de temps vous habitez là, etc. Donc ensuite, voilà, on les interrogeait sur leur mode de transport, sur l'organisation de leur semaine, sur leur pratique de consommation, puis ensuite sur leur pratique culturelle, médiatique, informationnelle, puis sur leur positionnement politique, leur socialisation, leur histoire de vie, pour avoir toute leur trajectoire, leur socialisation. Et puis on terminait sur des points de vue sur un certain nombre de sujets, dont évidemment l'environnement. Mais de toute façon, au fur et à mesure de la discussion, ce qui était intéressant, c'était de voir si oui ou non ils associaient un certain nombre de passages de la discussion à l'écologie, à l'environnement. Déjà pour voir lesquels en fait faisaient le lien, comment le lien était fait, et si le lien n'était pas fait, on pouvait progressivement, tranquillement, délicatement amener cette thématique-là. Et une fois qu'ils avaient pigé qu'en fait on était intéressé par l'environnement, c'était intéressant de voir aussi si du coup ils remodelaient un peu différemment leur discours. Voilà. Donc là c'était un petit peu la logique des lignes d'entretien. Donc du coup, quand je parle de rapport à l'enjeu écologique, c'est une définition extensive de l'enjeu écologique comme toutes les questions, les problèmes soulevés par la question environnementale, avec surtout l'intérêt de regarder comment les gens, à quel endroit les gens qualifient ou associent leurs pratiques, leurs idées à la dégradation environnementale et donc écologisent finalement leurs pratiques et leurs idées parce que la façon dont ils le font est significative de ce qu'ils engagent, de ce qu'ils investissent. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure dans leur rapport à l'enjeu écologie. Ça, c'est notre aspect qui fait être c'est un résultat, c'est à la fois un résultat et un principe d'analyse. En fait, c'est un principe d'analyse qui s'est dégagé de l'analyse elle-même. C'est que les rapports à l'enjeu écologique, ils marchent sur 2 jambes. Une jambe pratique et une jambe symbolique. La jambe pratique, ça va être les conditions matérielles d'existence, les pratiques de consommation, justement les attitudes ou les comportements qui, par moment, peuvent être écologisés ou ils essayent de réduire un petit peu, de les verdir, enfin de les écologiser, je ne sais pas le mot verdir, écologiser davantage. Mais c'est aussi les pratiques, par exemple, de vacances, les loisirs, donc tout un tas de rapports pratiques. Et la deuxième jambe, c'est des rapports symboliques. C'est est-ce qu'on s'y intéresse, quel est notre point de vue en lien avec les enjeux environnementaux. Alors, évidemment, dans les rapports pratiques, il y a aussi les expériences de la pollution, je ne l'ai pas noté, ou les expériences de la nature. Voilà, le fait de faire de la pêche, le fait d'aimer la rando, tout ça, ça fait partie des rapports pratiques. Mais il se trouve que ce n'est pas le plus structurant. Et donc, dans les rapports symboliques, c'est est-ce qu'on s'intéresse à l'environnement et si oui, à quoi? Est-ce qu'on connaît des personnalités écologiques? Est-ce qu'on en parle avec sa famille, ses amis, ses collègues? Comment on est confronté à l'écologie sur le lieu de vie, sur le lieu de travail? Comment on rencontre l'écologie? Et ça, c'est plutôt aussi donc, les rapports symboliques, plus en termes de représentation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça s'entrelace en permanence dans les entretiens. Que le rapport à l'enjeu écologique, il enchevêtre en fait ces dimensions pratiques, matérielles d'un côté et symboliques de l'autre. Si bien que souvent, quand on fait des entretiens, une critique qu'on peut faire à cette méthode, qui est fondée, qui est importante, c'est que oui, mais en fait, on n'a pas accès aux pratiques, on a accès qu'à des discours sur les pratiques, ce qui est tout à fait vrai. Alors même s'il y a des discours sur les pratiques qui sont quand même assez, les gens ne sont pas des menteurs en puissance, ils racontent quand même des choses qui sont assez fidèles quand même à leur réalité. Et puis en plus, on
on souvent leur demandait de nous montrer leur facture. On faisait le tour de la maison, donc on pouvait aller dans le garage, voir la voiture. Enfin voilà, des entretiens qui se passaient la plupart du temps sur les lieux de vie, donc ça permettait aussi de faire commenter la pratique quand même en direct. Bon, voilà. Mais en fait, le fait d'avoir des discours sur les pratiques, je trouve que ce qui apparaît, c'est intéressant parce que ça permet, en parlant des pratiques, en parlant de leurs pratiques de consommation énergétique, de déplacement, etc., que les gens parlaient le plus facilement et le plus spontanément d'environnement et d'écologie. En tout cas, qu'ils laissaient le plus spontanément et le plus facilement transparaître leur représentation de ce qui comptait pour eux du point de vue environnemental et écologique. Parce que quand ils parlaient de leurs pratiques, souvent les gens se sentaient obligés de les expliquer, de les justifier. Et du coup, c'est là qu'on voyait des liens à l'enjeu écologique. Et plus largement, en fait, ils m'est aperçu que, enfin, je me suis aperçu, pardon, il m'est apparu que c'était plutôt que les points de vue sur l'enjeu écologique étaient vraiment façonnés, conditionnés par les pratiques, plus que l'inverse, c'est-à-dire plus que les points de vue sur l'écologie qui viendraient modifier les pratiques. En fait, disons que ça s'enchevêtre, voilà, ça s'entrelace. Notamment, quelque chose qu'on retrouve de façon avec... ça prend des tournures, des modalités et des significations très différentes en différents points de l'espace social, mais partout, c'est le constat récurrent de on écologisme, mais l'écologisation ne peut être que partielle et elle est toujours insuffisante ou insatisfaisante du point de vue des enquêtés. Et du coup, cette insatisfaction sur cette écologisation qui coûte, qui est difficile à mettre en œuvre, qui n'est jamais poussée aussi loin qu'on l'aimerait, en fait, ça permet, c'est là que se joue, c'est dans cette difficulté-là, c'est dans cette expérience au quotidien de l'inertie des styles de vie que se structure le rapport à l'enjeu écologique, et notamment l'idée que, oui, il est de bon ton dans notre société d'être écolo, mais pas trop. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, notamment le constat que l'écologisation des pratiques, ça va être de l'alimentation, ça va être des modes de déplacement, etc., est assez volatile, est assez fluctuant, c'est assez instable pour les enquêtés. Et du coup, aussi difficile à saisir pour les enquêteurs, pour le sociologue. Et du coup, c'est une des limites des quantifications carbone. Il y a beaucoup d'études économétriques qui essaient de quantifier un petit peu le coût carbone de certaines pratiques ou de certains styles de vie. C'est une des limites, c'est que ça donne une image assez figée, alors qu'en fait, c'est tout le temps en mouvement, en recomposition, en réaménagement, au gré de ce qui se passe dans la vie des gens. Du coup, notez aussi que ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux qui, en fait, pendant longtemps, et moi aussi au début de mes recherches, on posait surtout la question de qu'est-ce qui fait que les gens s'investissent et s'engagent dans l'écologie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit et surtout en faisant l'analyse, je me suis dit, mais en fait, il faut poser la question inverse. Il faut peut-être poser la question autrement, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ne s'engagent peu ou pas plus? Alors que la plupart aussi des enquêtés ont bien conscience que la planète part en sucette. Ça, ils l'ont bien noté, que c'est assez grave ce qui se passe. Et c'est notamment d'ailleurs aussi en travaillant sur les écologistes réformateurs qui sont les premiers à faire part de leur sidération, du choc qu'ils ont vécu, du choc existentiel émotionnel qu'ils ont vécu, avec tout un récit qui est vraiment un récit pour le coup qui déforme la façon dont ça se passe. Quand on creuse, en fait, c'est pas comme ça, mais un peu de l'édification, qu'on est édifié, et donc tout d'un coup on a un choc. Et la question, je me dis, si pour eux c'est à ce point grave, pourquoi est-ce qu'ils vont pas plus loin? Pourquoi est-ce que ils font pas plus? Pourquoi est-ce qu'ils ne rejoignent pas des alternatives plus poussées? Bon. Et du coup, ce qui apparaît, c'est que l'inertie des styles de vie entraîne des rapports plutôt dépolitisés, dépolitisants à l'enjeu écologique. Et que là où il y a eu des hypothèses ou des choses qui ont été écrites pour dire que l'écologie allait politiser les styles de vie et qu'en modifiant nos comportements, on allait s'engager dans plus de militantisme. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ce n'est pas du tout la tendance qu'on observe. Au contraire.
C'est-à-dire que les gens, et y compris, on le verra tout à l'heure, des membres de la petite bourgeoisie culturelle, de la bourgeoisie culturelle qui apprécient, qui même se délectent de toute la littérature écologie, de toutes ces pensées du vivant, qui regardent de multiples documentaires et qui sont bien au courant que ce qui est en jeu, c'est la condition de la vie sur Terre. Ces personnes-là, en fait, disent aussi que l'idéal écologique, c'est idéaliste de leur point de vue, parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts à se couper de leur statut social, de leur intégration sociale pour sauver la planète. Enfin, en tout cas, qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Alors, du coup, en 2015, chapitre 5, dont je vous parlais tout à l'heure, j'étais vraiment sur les classes, c'était vraiment très binaire, les classes dominantes, les classes dominées, mais ça permettait d'avoir des premiers repères, un premier point de départ, et du coup, l'idée, ça a été avec l'enquête suivante, d'affiner ça, donc avec un nombre d'entretiens beaucoup plus important, permettant de repérer en tout cas différentes fractions de classe, et donc de procéder à une... Alors je passe vite, hein, désolé, mais on pourrait y revenir si vous voulez, puis tout est dans le bouquin, ou dans des articles facilement trouvables en ligne, notamment ce point-là, ce truc-là, c'est dans le papier de politique de juin dernier que c'est le plus détaillé. Mais voilà, l'idée que, en fait, quand on mène une analyse au terme de rapport de classe, on est toujours en train d'évaluer et d'apprécier deux logiques qui traversent toute classe sociale, des logiques centrifuges qui éloignent, qui écartent, qui peuvent fragmenter un groupe social, et des logiques centripètes qui rapprochent, qui créent de la convergence. Et en fait, mener une analyse de classe, c'est voir qu'est-ce qui est de l'ordre du centripète, de l'ordre du centrifuge, qu'est-ce qui éloigne, qu'est-ce qui rapproche. Et qu'est-ce qui est vraiment structurant dans les rapports à l'enjeu écologique. Et donc, du coup, plus j'avançais, plus je mobilisais la sociologie contemporaine des classes sociales pour regarder, donc pour lire prioritairement les collègues qui bossaient sur la bourgeoisie culturelle, ceux qui bossaient sur la bourgeoisie économique, Lorraine Bozoulz, par exemple, qui est à Limoges, il me semble. Les collègues qui avaient bossé sur les régions intermédiaires du monde social, Lise Bernard, par exemple. Puis il y avait une grosse ANR sur les classes, l'ANR classe pop, sur les classes populaires, qui a fait plusieurs livres, plusieurs dossiers. Donc, je lisais tout ça et j'essayais de voir comment je retrouvais ou pas des choses sur l'écologie. Et ce qui est apparu d'abord nettement, et ce qui me semble important, c'est que les rapports en enjeux écologiques sont fortement différenciés selon que les enquêtés accumulent prioritairement et d'abord du capital culturel ou selon qu'ils accumulent prioritairement et d'abord du capital économique. Et donc, ça rend visible une structuration de la société française avec deux versants, un versant culturel et un versant économique. Et en fait, c'est la façon dont les individus articulent capital culturel et capital économique qui permet d'abord de comprendre leur rapport global à l'enjeu écologique, que ce soit sur le plan pratique ou symbolique. Donc le fait qu'il y a une affinité entre, que le monde écologiste est d'abord, la cause écologiste est historiquement portée par des gens fortement diplômés de ça, tout ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis les années 70, voilà. Cette corrélation, elle est bien établie, elle n'est pas toujours bien expliquée. Et je trouve que d'avoir travaillé sur les socialisations, ça permet des fois de comprendre aussi comment ces enquêtés, je prends souvent, j'aime bien un exemple que j'aime bien, c'est en fait, par exemple, la morale écologique suppose de faire des efforts au quotidien, d'être réflexif à la façon dont on consomme, dont on cuisine, dont on se déplace, de se poser des questions, avec l'idée que ça va apporter un bien-être ultérieur. Bon, ben ça renvoie en fait à la façon, par exemple, d'apprendre la musique, d'apprendre à jouer un instrument de musique, où au quotidien, il faut faire des gammes, des solfèges, c'est pas très rigolo, c'est un peu ingrat, mais ensuite, on sait que c'est la condition pour s'éclater et jouer dans un groupe. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on voit comment on peut se transposer des dispositions liées à l'apprentissage d'un capital culturel fort avec le goût écologique. Sans oublier le fait que, comme je disais, l'écologie est mise en forme par des professionnels de la culture, voilà, le monde de l'édition, le monde du cinéma, le documentaire, le journalisme, les médias, enfin tous, le monde de l'éducation, les années 90, c'est l'éducation et l'environnement. Bref, il y a toujours eu cette affinité-là. Donc, du coup, l'écologie, elle est portée par des gens qui ont aussi des manières de mettre en mots et en forme l'écologie qui parlent davantage aux fractions, aux fractions de classe qui sont situées sur le versant culturel du monde social. Mais il ne faut pas oublier, parce que ça a été aussi un autre constat, c'est que les travaux qui, du coup, mettaient un peu l'accent sur cette corrélation entre le fait qu'être bien doté en ressources culturelles favorise un engagement écologique, avaient tendance à avoir comme implicite que ceux qui
favoriser plutôt le capital économique serait anti-écolo. Et en fait, et ça a été une surprise, enfin naïvement, je n'avais pas forcément anticipé ça, mais en travaillant les entretiens avec des membres de la bourgeoisie économique, c'est-à-dire avec des architectes, des gros architectes, des chirurgiens, des avocats d'affaires, avec des cadres de grandes entreprises, j'étais assez effaré, pas effaré, impressionné par leur connaissance des enjeux écologiques, par leur capacité à en parler longuement et avec détail, et par leur aisance pour mettre en avant l'exemplarité écologique de leur mode de vie. Je dis, ah, ça, on ne l'avait pas vu. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et qu'est-ce que ça nous dit? Et de quoi ça nous parle? J'y reviens tout à l'heure. Donc, on voit l'importance des socialisations qui favorisent l'accumulation du capital culturel ou du capital économique. Parce que derrière capital culturel, capital économique, c'est aussi des trajectoires sociales et donc des socialisations qui traduisent l'accumulation de ressources culturelles et économiques. Donc ça, c'est ce qui me semble être le plus structurant. Et viennent ensuite le poids, bon, alors évidemment, ça va de soi, j'y reviendrai tout à l'heure, mais des trajectoires, des mobilités qui peuvent être ascendantes, de déclassement, mais aussi des mobilités horizontales qu'on a moins souvent tendance à regarder. Moi, j'ai pas mal d'enquêtés qui ont plutôt grandi, par exemple, dans des familles à fort capital culturel, plutôt à gauche, etc., puis qui en fait se marient avec ou épousent une personne plutôt de la bourgeoisie économique et qui se déplacent un petit peu et qui, sans le dire à des termes de sociologue, expliquent que ça a un peu modifié leur rapport à l'écologie. Donc il y a aussi ces déplacements horizontaux qui sont à prendre en compte, mais il y a au moins deux autres variables qui sont importantes. C'est le poids des sociabilités, notamment voilà, familiale, amicale et professionnelle, et le poids des socialisations politiques qui viennent fortement aussi, voilà, le fait d'avoir des politisations plutôt à droite ou plutôt à gauche, bien jouer et bien travailler un petit peu ce qui se joue, enfin ce que je disais sur le rôle des ressources culturelles et économiques. Donc, il nous reste combien de temps? Un quart d'heure, à peu près? Ouais, un quart d'heure. Donc, ce qui se dégage, et donc ça, c'est un peu le schéma qui résume et qui synthétise tous les résultats. Et donc, d'abord, se dégage 7 groupes sociaux, 7 fraktions de classe qui me semblent pertinentes. Donc, c'est assez caractéristique, qu'on retrouve voilà, avec une certaine régularité dans les entretiens, dans les données statistiques également. Et donc, il renvoie à 7 rapports à l'enjeu écologique, finalement. Donc, au niveau de la bourgeoisie culturelle et de la bourgeoisie économique, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir en tête que ce qui caractérise les styles de vie bourgeois, c'est une grande diversité de pratiques. Ça a été bien montré, notamment par Clouvengeon, sur les pratiques culturelles, mais les styles bourgeois, voilà, c'est plein de pratiques culturelles. On s'adonne à plein de sports, on essaye plein d'instruments de musique, voilà, on essaye de diversifier ses consommations culturelles. C'est la norme de l'éclectisme culturel. Et ça se retrouve aussi sur les pratiques écologisables. C'est-à-dire que comme il y a un grand nombre de pratiques, du coup, il y a beaucoup plus d'occasions d'écologiser. Donc, du coup, c'est vrai que l'écologisation des pratiques bourgeoisie culturelle, bourgeoisie économique, ça prend des formes différentes. Alors, des fois, ça se recoupe, ça se superpose, mais ça s'exprime sur, voilà, un peu, assez différemment. Il y a également des désaccords qui peuvent être assez forts sur certains sujets. Notamment, ça apparaît beaucoup sur le nucléaire ou sur les pesticides. Donc, je vais me dire, mais pourquoi il a mis convergence? Alors, s'il nous parle de différence et de diversification, bien, c'est que ces différences ne doivent pas cacher un accord plus profond sur le mode légitime d'écologisation de l'ordre social. C'est-à-dire que là où les uns et les autres se retrouvent, outre le fait que les uns et les autres sont quand même plutôt fans de Jean-Marc Jancovici ou fans de Baptiste Morisot, donc ils ont des références communes, qu'ils ont voilà, le même souci de mettre en avant l'exemplarité écologique de leur mode de vie, etc. Ils ont surtout en commun le souci de ne pas apparaître pour l'écolo de trop. Ils ont en commun un goût du juste milieu, de l'équilibre. En disant, oui, il faut écologiser, mais il ne faut pas se rendre malade de ça.
où de toute façon, on n'est pas là pour dire, enfin, pour pêcher la bonne parole. Nous-mêmes, déjà, on n'est pas exemplaires, on fait ce qu'on peut. Donc, bah, voilà, chaque chose en son temps. Voilà, il faut que ce soit progressif, incrémental. Et au niveau de la bourgeoisie économique, du coup, c'est la valorisation d'une forme de syncrétisme, c'est-à-dire que eh bien, le goût de la nuance, de la synthèse. Hein, ok, il y a la thèse, il y a l'antithèse. Bon, ben, il y a la synthèse. Voilà, c'est. Et donc, du coup, c'est ça la pondération. C'est-à-dire que c'est un rapport pondéré à l'écologie où on va essayer de trouver le juste milieu, hein, un équilibre. Le mot qui revient beaucoup, c'est faut que ce soit équilibré. Et également, la mise en avant de principes, d'une philosophie compensatrice que l'on retrouve, en fait, qui est assez cardinale dans les politiques du capitalisme vert. Hein, et donc, on retrouve, en fait, dans ces manières bourgeoises de penser l'enjeu écologique, c'est bon ben voilà, et la compréhension c'est aussi une forme d'équilibre, c'est on va écologiser certains domaines de la pratique, mais on peut pas tous les écologiser, donc on fait voilà, on compense, on cherche cet équilibre, et du coup, eh bien, l'enjeu écologique n'apparaît pas comme un enjeu de placement social ou dans lequel on engage notre identité sociale au sein des classes dominantes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se démarquer des autres membres de la classe dominante sur le terrain écologique, sauf quand c'est des personnes politisées. Mais ce n'est pas la norme non plus, le plus fréquent. Et du coup, on s'en aperçoit d'autant mieux quand on va regarder ce qui se passe, cette fois, au niveau de la petite bourgeoisie culturelle et économique. Et le fait de parler de petite bourgeoisie plutôt que de catégories intermédiaires, de classe moyenne, etc., c'était aussi pour montrer que sur le terrain écologique, la petite bourgeoisie, elle est vraiment tournée vers le haut de l'espace social plus que vers le bas. Donc elle se sert plutôt de l'enjeu écologique pour essayer de se hisser socialement. Et donc, la majorité des membres de la petite bourgeoisie culturelle et de la petite bourgeoisie économique adhèrent plutôt à cette écologie dominante. Donc vous avez compris que c'était une écologie fondée sur la morale, sur la technologie, sur la marchandisation des enjeux écologiques ou la fiscalité verte, par exemple, et une écologie qui surtout ne touchait pas aux hiérarchies sociales, hein, qui était voilà, réformatrice. Et donc, les membres de la petite bourgeoisie y adhèrent massivement, sauf que aux marges de la petite bourgeoisie culturelle et aux marges de la petite bourgeoisie économique, il y a des tensions qui apparaissent, et là, l'écologie devient un enjeu statutaire, un enjeu de placement social. Ça le devient, et ça l'est complètement ici, juste en dessous. Je m'explique. À gauche, aux marges gauche du flanc culturel de la petite bourgeoisie, on va retrouver les militants écologistes les plus radicaux ou des personnes qui s'investissent dans des alternatives écologiques radicales. Des personnes qui donc ont un penchant politisant, ont une forme de politisation, qui sont dans une critique constante des logiques sociales dominantes et qui, et c'est ça le point sans doute déterminant, d'une certaine façon, ont fait le choix j'allais dire, de larguer leurs amarres sociales ou de casser leurs attaches sociales et de recomposer leur sociabilité. Et c'est ça qui les différencie avec les autres membres de la petite bourgeoisie culturelle ou de la bourgeoisie culturelle qui peuvent aussi avoir une critique du consumérisme, de la consommation superficielle, etc., mais qui ne sont pas prêts à renoncer à leur statut social. Alors que voilà, et c'est en ça que ces écologistes qui adoptent des manières profondément écologiques de vivre sont intéressants, c'est-à-dire qu'ils nous montrent en creux que pour adopter des manières profondément écologiques de vivre, il faut sortir du monde social tel qu'il fonctionne actuellement. Il faut intégrer des collectifs d'habitants, de vie, qui ont été très bien ethnographiés par Geneviève, hein, qui faisait partie de l'ANR, Geneviève Pruvot, mais il parle d'autres travaux, Anne de Rugy aussi, puis d'autres travaux aussi aux États-Unis, qui montrent comment, en fait, aussi on intègre ces alternatives écologiques radicales. Alors déjà, quand on a des conditions sociales, des trajectoires sociales déjà assez spécifiques, et que c'est des processus longs, qui ne sont pas linéaires, qui sont chaotiques, des processus de désocialisation, de resocialisation, de contre-socialisation pour aussi pouvoir vivre
comme ça, c'est-à-dire un pied, comme ils disent, un pied à l'extérieur, un pied dedans, quoi. Et je trouve qu'il y aurait d'ailleurs, je dis ça comme ça en passant, un terrain intéressant à faire sur des personnes, parce qu'il y en a aussi beaucoup, qui vont s'approcher de ces lieux, de ces collectifs de vie alternatifs, mais qui en fait se rendent compte que c'est trop difficile et rétropédalent, quoi. Et ce serait intéressant de voir pourquoi ils rétropédalent et comment ils font ce rétropédalage. Bref, donc là on voit que là ça devient un enjeu statutaire, il y a de la divergence qui apparaît, on retrouve ici la même chose, enfin la même chose, en tout cas un clivage, et là, avec des personnes qui sont plutôt en déclassement, notamment du point de vue de leur capitaux culturels, des personnes qui ont des manières d'exister socialement qui sont effectivement très éloignées d'une forme d'idéal écologique, et qui donc se retrouvent dévalorisés, disqualifiés dans leur mode d'existence sociale par l'écologie dominante, et notamment cette morale écologique. Des personnes qui, par exemple, adorent, je sais pas, les courses de voitures, le karting, ou faire du scooter des mers, là, vous savez, etc. Et qui donc, et dans des personnes qui ont comme caractéristique d'avoir des ressources culturelles, mais moins importantes et pas aussi valorisées que celles de la bourgeoisie économique. Et qui, surtout, assoient ou fondent leur intégration dans le monde social, leur positionnement sur le marché du travail, etc., sur la réussite économique, sur la réussite de leur business, de leur entreprise, de leur... voilà, donc voilà, c'est souvent des petits indépendants, les petits commerçants peuvent être... Enfin, une partie des petits commerçants peuvent être là. Et du coup, les entretiens avec eux montrent que quelque chose qui est apparu plus fortement depuis un an, et cette idée enfin, cette inquiétude autour d'un green backlash que la séquence enfin, électorale du printemps dernier a rendu très visible, c'est des personnes qui, en fait, ne sont pas pour la pollution et contre la planète. C'est des personnes qui peuvent être soucieuses et conscientes. Elles peuvent parler du fait qu'il y a de la pollution, qu'il y a des problèmes environnementaux et que c'est important. Elles peuvent parler de leur inquiétude. Donc elles ne sont pas contre l'écologie en tant que telle, mais elles sont contre l'écologie telle qu'elle se déploie et telle qu'elle vient les malmener socialement. Et je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir à cet endroit-là. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que l'écologie peut aussi proposer à ces personnes dont l'existence sociale repose sur une respectabilité consumériste et économique, qui n'est plus soutenable écologiquement, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Si on leur dit juste, bah, en fait, vous pouvez plus exister comme ça, est-ce que vous voulez, les valeurs que vous voulez transmettre à vos gamins, bah, en fait, elles sont pourries, elles sont caduques, elles sont has-been, elles sont... voilà. Bah, si on leur propose rien d'autre, en fait, ils vont se raidir, et c'est ce qui se passe, probablement. Et du coup, alors, vous voyez, ben, j'en arrive au monde, pour finir en 3 minutes, au niveau des classes populaires, ce qui se joue. C'est qu'au niveau des classes populaires, c'est l'inverse de ce qui se passe en haut de l'échelle sociale. C'est-à-dire que les modes de vie populaires sont beaucoup plus restreints et contraints en termes de pratiques. Donc l'éventail des pratiques possibles et donc écologisables est beaucoup plus faible. Donc, on a l'impression que le rapport pratique à l'écologie va être le même. Et puis pareil, sur les rapports symboliques, bon, ils entendent parler d'environnement, des fois ils tombent sur une émission ou un article, mais ils ont un rapport beaucoup plus distant et beaucoup plus occasionnel à l'enjeu écologique qu'en haut de l'espace social. Et pourtant, l'enjeu écologique vient créer de la divergence, de la fragmentation au sein des classes populaires. Pourquoi? Parce que, notamment sur le pôle stabilisé, qui est celui que j'ai le plus travaillé avec l'enquête, eh bien, l'écologie va être le levier, le terrain d'une concurrence relative au mode légitime d'ascension sociale. Et du coup, finalement, les plus éco-citoyens, ce sont bien eux, c'est bien les classes populaires stabilisées à composante culturelle. Parce que eux, enfin, quand je parle d'éco-citoyennisme du pauvre, ils vont investir pleinement la morale écologique. Comme ils ont une certaine frugalité liée à leurs faibles revenus et à une aisance matérielle très, très, très étroite, très, très limitée, bon, voilà, ils vont... D'ailleurs,
ils vont dire, voilà, c'est écologique, mais c'est aussi économique. Enfin, c'est là où il y a les deux. Et c'est sans doute là que les empreintes carbone sont les plus faibles, finalement. Mais ici, on n'est pas contre l'écologie. Enfin, en tout cas, on ne l'était pas au moment de l'enquête. Je pense qu'aujourd'hui, on le devient un peu plus contre l'écologie. En tout cas, l'écologie telle qu'elle est imposée avec les ZFE, avec les taxes carbone, voilà, ou l'écologie morale, voilà, avec bon. Et donc, c'est vrai que c'est des endroits où on voit que l'écologie devient même un objet est tourné en ridicule, quoi. C'est-à-dire que on te traite de cassos, puis ou là, on te traite d'écolo. C'est un peu la même chose, quoi, finalement. Voilà, donc, et du coup, là, bah, en fait, l'écologie, oui, pourquoi pas, mais tant que ça me coûte peu, trier mes déchets, je veux bien, voilà, si c'est pas trop compliqué, quoi. Mais c'est pas là-dessus que je vais chercher, c'est pas en misant sur l'écologie que je vais vouloir m'élever socialement. Et du coup, là, on a des styles de vie qui sont d'ailleurs, enfin, dans les versions, quand j'ai fait les articles, j'ai soumis, les évaluateurs, des fois, me reprenaient à juste titre. Je décrivais des styles de vie qui pouvaient tout à fait donner l'impression qu'en fait, on était dans la bourgeoisie économique. Parce que c'est des gens qui peuvent avoir une voiture avec une grosse cylindrée, voir une piscine dans le jardin. Sauf que ce qu'il fallait bien préciser et mettre plus en avant, c'est que pour avoir cette voiture à grosse cylindrée, ils ont fait 3 crédits. Alors que là-bas, il y a encore de quoi se payer une villa ou des voyages à l'étranger. Et que là, on va se serrer la ceinture, on va faire plein de sacrifices pour avoir. Donc, c'est quelques attributs, voilà, qui permettent de gagner une respectabilité, ce que j'entends par respectabilité consumériste. Et donc, du coup, on voit que l'enjeu écologique, là, il vient accentuer des concurrences, notamment entre ces deux pôles. Et donc aussi des clivages. Clivages qui se prennent la forme plutôt d'altercation au niveau des classes populaires précarisées. Mais là, je vous renvoie aux travaux d'Adrien Mallier. Et il est 16h45. Donc, peut-être un mot pour finir, un mot de conclusion. Les modalités conventionnelles d'intégration sociale, de placement dans le monde social, sur le marché scolaire, sur le marché professionnel, et donc les manières dont on se classe socialement les uns par rapport aux autres, tendent, dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, à nous éloigner finalement de l'écologie, ou nous condamnent à être écolo, mais pas trop. Et il s'ensuit que tant qu'on n'aura pas transformé en profondeur ces modes d'intégration, ces modes conventionnels d'intégration, de réussite et de valorisation sociale, eh bien, on sera probablement condamné à rester écolo, mais pas trop. Et donc, les politiques de l'écologie, sans doute, doivent d'abord être des politiques de transformation de ces logiques de placement social, d'intégration sociale. Et les modes légitimes de placement d'intégration sociale, ils sont fondés sur de plus en plus des principes de concurrence, une concurrence généralisée à tous les étages de la vie sociale. Parcoursup et la réforme du bac, c'est ça, l'individualisation des parcours scolaires, l'individualisation des parcours professionnels. Et donc, voilà que faire des politiques écologiques, c'est d'abord démanteler ces cadres fondamentaux de la vie sociale qui nous empêchent et qui nous éloignent de l'écologie. C'est pour ça qu'en mars 2018, quand il y avait eu Parcoursup, j'avais fait un papier de reporter pour essayer d'expliquer que, en fait, Parcoursup, c'est une mesure profondément anti-écologique. Que du coup, ce que je raconte à la fin du bouquin, et donc du coup, il faut aussi mener des politiques de socialisation, en tout cas des transformations politiques des instances de socialisation. Parce que c'est à travers nos socialisations qu'on va, que se déterminent aussi des rapports possibles à l'enjeu écologique, et que les instances de socialisation aujourd'hui, dont l'une des principales est l'école, eh bien, encore une fois, ces instances de socialisation ne nous préparent absolument pas à modifier en profondeur de manière de vivre. C'est-à-dire que tout le monde souhaite, et tout le monde a compris qu'en fait, matériellement, on ne peut plus vivre comme nous vivons, mais rien ne nous prépare à vivre autrement. Et c'est en ça que je trouve que le mouvement écologiste, de son pôle le plus radical, le plus offensif, contestataire, action directe, ZAD et tout ça, jusqu'à son pôle le plus réformateur, un des points communs de ces écologies qui s'opposent bien souvent, même si elles peuvent s'allier aussi dans notre période, donc, un des points communs, c'est la méconnaissance et bien souvent le mépris de ces logiques sociales et, donc et aussi des sciences sociales, les sciences scientifiques du monde social. Moi, je suis toujours assez effaré de voir à quel point les écologistes, des plus radicaux, en passant par les Verts, plus réformateurs, en fait, non seulement méconnaissent les sciences sociales, mais surtout méprisent les sciences sociales.
Alors c'est en train un petit peu de changer. Pas simple, hein. Et donc là, il y a aussi, tais-toi sur la politique des sciences. Parce que si on veut transformer écologiquement notre organisation sociale, pas complètement stupide de s'appuyer sur les connaissances scientifiques du monde social. Ça peut donner des outils, ça peut donner des repères, ça peut permettre de comprendre des réactions, des phénomènes. Bon, voilà. Et donc, voilà, et ça peut permettre aussi de réfléchir à des questions stratégiques de comment on fait, parce qu'il y a beaucoup de bouquins pour nous expliquer ce que pourrait être la planification écologique, ce que pourrait être un monde post-croissant. Je pense à Timothée Paris, par exemple, c'est hyper intéressant, c'est passionnant, etc. Et donc, plein de bouquins sur le monde d'après, ou sur des alternatives qui sont expérimentées, mais comment on va vers là. Ça, il y a beaucoup moins de bouquins. Et en fait, la question stratégique, elle est très peu posée dans le mouvement écologique. Et il faut absolument qu'elle redevienne centrale, donc de stratégie politique, donc de stratégie d'alliance de classe. Et, et donc, c'est vrai que un des constats aussi qui a animé l'écriture de ce livre, et qu'on ne le met pas trop, c'était que je regardais mes résultats d'enquête, et quand je regardais l'évolution du mouvement écologiste, je voyais un fossé se creuser entre les deux. Et ce que je voyais, c'est que les écologistes se disputaient justement sur où atterrir, voilà, comment redevenir terrestre ou atterrir, pour prendre les métaphores de la tour. Moi, ce que je voyais, c'est qu'en fait, la grande majorité des gens se demandaient comment embarquer, en fait. Et du coup, voilà, ce processus se creuse, et il faut en avoir conscience, parce que c'est sans doute aussi une des explications du green backlash actuel. Et je m'arrêterai là, sur cette note positive. Merci pour votre dossier.